Je vous propose de partir à la rencontre de chercheuses et de chercheurs français dont l'audace repousse chaque jour les frontières du savoir. Des ailes au talent, c'est une série de portraits de femmes et d'hommes qui portent les sciences de la vie vers l'avenir et dont le parcours mérite d'être raconté. Des portraits littéraires, car nous avons choisi de confier leurs récits à des écrivaines et écrivains. Chaque épisode de ce podcast est donc le fruit d'une rencontre entre un esprit scientifique et une plume. L'auteur que vous allez entendre dans cet épisode, c'est Nicolas Fargue. Il tire le portrait du virologue Yves Gaudin. Vous écoutez la 4e saison des Ailes au talent. Soyez les bienvenus. Je me voyais faire de la recherche en maths, quoi. Et puis finalement, ce qui s'est passé, c'est que en dernière année à Polytechnique, il y avait de la biologie, qui était considérée à l'époque comme une option de la physique. C'est-à-dire que vraiment la façon d'aborder la biologie à Polytechnique, c'était sous l'angle de la physique, quoi. C'est-à-dire on a des objets biologiques, mais ils ont des propriétés physiques, ils sont aussi associés à des propriétés chimiques, et donc on abordait ça comme ça. Et j'ai trouvé ça passionnant, et puis ça coïncidait quand même, on est en 87, c'était quand même la crise du sida. Oui, c'est et ça. moi, je n'arrivais pas à comprendre pourquoi on ne pouvait pas soigner les gens. Dans notre imaginaire de profane à QI modeste, la figure du savant renvoie en général à un individu fiable, mais volontiers excentrique. C'est Isaac Newton recevant sur le crâne une pomme tombée de l'arbre au clair de lune, ou encore Einstein tirant la langue au photographe américain Arthur Sass en 1951. En France, où seuls 18% de la population estime posséder une culture scientifique assez satisfaisante, il faut ajouter à ces clichés les pitreries bien involontaires du professeur Tournesol dans Tintin, le tarbouche et le sarouel de l'astronome découvreur de l'astéroïde B612 du Petit Prince, les lavalières baudelairiennes du mathématicien Cédric Villani, et dans une moindre mesure, le chat Guipi façon Brise de Nice de Didier Raoult. Ce n'est pas la silhouette du virologue Yves Gaudin qui nous orientera vers davantage de raison et d'objectivité. Comme en leur temps Pierre Soulages ou Thierry Ardisson, l'homme s'habille en noir en toute saison, du coup de pied à la gorge, depuis sa paire de Doc Martens jusqu'à son t-shirt à col rond, moulant un buste d'ascète. Avec ses cheveux courts couleur Edelweiss et un faciès d'une rigueur minérale rappelant celui de l'acteur Lee Marvin, l'homme soigne une austérité qui tranche dans le paysage clair et aseptisé des labos ou dans celui plus feutré des colloques internationaux. Ça fait 30 ans que je porte les mêmes chaussures, les Doc mêmes Martens, pantalons, les mêmes t-shirts. Il y a des endroits, même dans des congrès, c'est l'homme en noir. Est-ce que vous êtes content d'avoir l'image de l'homme en noir parmi... Non, j'aime bien parce que le noir c'est austère. Et j'aime bien l'austérité. Ah oui, pourquoi pas austère au sens radin ou ce genre de choses, non, mais austère au sens... Surant, quoi. Vivre de peu, quoi. Ouais, d'accord. Vivre de peu, mais heureux. Frugal. Si l'on pousse un peu la curiosité dans un moteur de recherche, on découvrira que cette esthétique radicale renvoie à davantage qu'une coquetterie chez Yves Gaudin. Entre 1986 et 1996, c'est-à-dire à l'époque précise où il rédigeait puis soutenait sa thèse intitulée « Structure et fonction de la glycoprotéine du virus de la rage », ce directeur de recherche au CNRS fut chanteur et guitariste d'un groupe de post-punk au nom scrupuleusement ascientifique Dada's Noise. La face A d'un album autoproduit et accessible en ligne révèle des influences mêlant les Sex Pistols, Joy Division ou Tuxedo Moon. Autant de formations qui, au début des années 1980, dépeindront la misère humaine de l'individu occidental moderne, consumériste et conformiste. Je suis un pessimiste actif. Voilà. Mais pas... Pessimiste actif. Ouais. Mais pas... Non, je ne déborde pas d'optimisme, non. Depuis 2007, parfois entouré de danseuses de cabaret burlesque, ce polytechnicien se produit sur scène dans un style musical désormais plus proche de l'électro-industriel. Torse nu ou parfois uniquement vêtu d'une culotte bavaroise et d'un chapeau melon, ses tétons scotchés au Chatterton, il lui arrive entre deux chansons de s'adresser à son auditoire en ces termes. Il y a des neurobiologistes qui pensent que la conscience est un phénomène émergent et qu'à partir d'un certain niveau de complexité, la conscience ne peut pas ne pas émerger.
On est obligé d'avoir des soupapes de sécurité. Ouais. C'est quoi chez vous la soupape de sécurité? Non, mais moi, je fais de la musique pendant des années. Enfin, je fais de la musique. À niveau professionnel? Oui. Non, à niveau amateur éclairé. On a même fait un... Guitare? Ouais. Mais je suis un très bon guitariste. Mais je suis crédible sur scène. Mais maintenant, pour être plus... Ah, vous êtes produit sur scène? Oh là là, je sais pas, je dois être à 200 concerts, pas loin. C'est pas vrai. Si, en 40 ans. Ouais. Ce fameux niveau de complexité, aux yeux des êtres agis que nous sommes, il se manifeste dès les premiers mots de la conversation avec Yves Gaudin. Demander à un scientifique de haut niveau de nous parler de son métier, c'est prendre à chacune de ses phrases la mesure de notre ignorance. Ma spécialité, nous indique-t-il dans un sourire plein d'empathie et tout en détachant bien ses mots, ce sont les rhabdovirus, c'est-à-dire ces virus qui possèdent une forme de baguette bien spécifique. Comment avouer à notre interlocuteur, sans doucher son bel effort vulgarisateur, que nous ne savons même pas ce que c'est qu'un virus ? Je suis resté monogame toute ma vie. D'accord. Les rhabdovirus, c'est resté vraiment... voilà. Mais pour vous donner une idée quand même, c'est qu'on obtient la structure de la glycoprotéine, non pas de la rage, mais en revenant sur des choses que j'avais fait sur la rage et en les exploitant pour un autre virus, qui est donc ce fameux virus de la stomatite vésiculaire. Et là, on obtient la structure en utilisant les choses qui n'avaient pas marché pour la rage, et on obtient ça en 2005. Du coup, en 2006, on a un article dans Science, parce qu'il y avait deux structures. Il y avait la structure qui est au départ, celle qu'elle a avant d'entrer dans la cellule, et puis celle qu'elle va acquérir dans la cellule lorsque la protéine change de conformation, pour permettre justement vraiment l'entrée dans la cellule. Et en fait, ça, on l'a vu très rapidement. Parce que quand on a eu l'une, on a eu très vite l'autre. Et donc, on a fait 2 articles dans Science en 6 mois. Alors, tout le monde me disait, 2 articles dans Science en 6 mois, c'est remarquable, etc. Et je disais, non, c'est pas 2 articles dans Science en 6 mois, c'est 2 articles en 15 ans, on va dire. Voilà, c'est plus ça. Et je leur avais dit, ce sera probablement 2 articles en 40, et je crois que je me suis pas trompé, parce que pour l'instant... Il n'y en a pas eu d'autres. On a eu d'autres très bons travaux, mais parfois, il ne faut pas être trop fondateur aussi. Hein, parce que, ne faut pas croire, la science, c'est aussi un milieu très conservateur. Ouvrons le grand Robert. Un virus est un micro-organisme infectieux, parasite absolu des cellules vivantes, possédant un seul type d'acide nucléique et synthétisant sa propre substance à partir de son seul stock génétique, sans échange métabolique. Même l'ouvrage de référence de la langue française ne peut parvenir en quelques lignes à nous donner une définition simple et éclairante du mot « virus ». Il faudrait pour cela avoir recherché au préalable le sens de « acide nucléique », de « stock génétique » et d'échange métabolique. Pour les béotiens que nous sommes, la science est un puits sans fond. C'est tout le paradoxe de nos réalités de citoyens prétendument modernes. Nous évoluons dans une société certes saturée d'informations, mais également de termes dont tout le monde présuppose que chacun en maîtrise le sens, sans que nul ne se risque à avouer à quiconque qu'il n'en est rien. Pire, dans la conversation mondaine, nous nous sommes habitués à étayer nos arguments de mots ronflants dont nous ne ressentons même plus le besoin de vérifier la signification ni la teneur exacte. Un semi-conducteur, c'est quoi au juste ? Un perturbateur endocrinien, un acide hyaluronique, un ARN messager. On s'intéresse donc aux usines virales, à la façon dont elles se forment dans la cellule, et donc on est les premiers à montrer que ces structures, en fait, ce sont des usines virales. Les gens connaissaient, en fait, les structures qu'on a décrites comme étant des usines virales à la fin des années 2000, c'était des structures qui avaient été identifiées en 1903. Et nous, ce qu'on a montré, c'est qu'en fait, ces structures qui sont effectivement une signature de l'infection par le virus de la rage dans les neurones, ça abrite toutes les synthèses de l'ARN en fait viral, donc génome et ARN messager. Donc c'est à l'intérieur, c'est comme une petite usine, c'est pour ça qu'on appelle ça les usines virales. Et donc c'est là que se déroule le cycle viral, une grande partie du cycle viral. Mais par contre, après, la deuxième chose qu'on a montré, ça c'était un peu plus original, c'est qu'en fait, elles avaient des propriétés liquides. Pour assurer nos égos fragiles, on pourrait en conclure que l'homme ou la femme de science est comme l'air trop pur des grands sommets, inadapté aux cerveaux normaux. Pas Yves Gaudin. Entre 2019 et 2021, alors que la pandémie de Covid-19 se développait sur l'ensemble de la planète, il est intervenu à 105 reprises dans les journaux et dans les médias français pour avertir, informer, démentir et conseiller avec des mots simples. Ses positions sont claires dès le départ. Port du masque obligatoire et respect des gestes barrières. Même chose à l'apparition des premiers sérums. Aucune ambiguïté, il faut se faire vacciner.
Il suffit de constater la qualité d'écoute et de silence des autres invités lorsqu'ils parlaient sur un plateau de télévision, pour mesurer le pouvoir du savoir lorsque le chaos menace. Fini les rires gras, les compliments de complaisance, les forfanteries et autres manœuvres électoralistes. C'est l'humilité générale, comme on parle de mobilisation générale. J'ai été sollicité pour un crise, il paraît que j'étais un bon client. Alors au départ, on est flatté, je prenais mes filles, ma mère, quand même, voilà quoi. Je pense que j'ai été relativement posé, j'ai jamais pris parti, j'ai jamais voulu non plus critiquer le gouvernement, parce que ça, c'est le journaliste, il aime bien ça, quoi. Mais quand même, vous croyez pas que... Bon, alors, je veux dire, moi, j'aurais pas aimé être à la place d'Édouard Philippe, hein. Je pense qu'il a perdu ses cheveux, mais il y a des raisons. On découvre que la définition que Google donne du mot virus est plus limpide que celle du Robert. Agent infectieux nécessitant un hôte, souvent une cellule, dont les constituants et le métabolisme déclenchent la réplication. Voilà enfin un bon début pour tenter d'appréhender le sens de la démarche qui anime notre virologue depuis 30 ans. Le virus de la rage fait relativement peu de morts. 50 à 60 000 personnes par an dans le monde, et assez loin de nous, principalement en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud. Mais il tue dans 100% des cas. À la fin du XIXe siècle, le fameux sérum antirabique de Louis Pasteur ne fut opérant que sur des individus infectés, mais chez lesquels le virus ne s'était pas développé. Yves Gaudin souhaite bien sûr que ces recherches mènent un jour au développement d'un vaccin curatif. Mais c'est de défis intellectuels qu'il s'agit avant tout. Chercher à comprendre la nature pour mieux s'en servir, c'est la vocation primitive de l'homme. Résoudre les problèmes qui ne manquent pas de se dresser sur le chemin de la connaissance, c'est son ultime degré de raffinement. Moi, je pense qu'on est plus intéressé, si on arrive vraiment à mettre au point un outil qui permette de faire de la thérapie directement au sein de l'organisme. Alors là, voilà, c'est sur qu'on travaille. On posait des brevets qui ont été pris par des entreprises américaines. On est content, mais enfin, c'est au niveau d'une protéine qui intéresse 25 personnes dans le monde, et c'est un message qui est difficile à faire passer. Cela paraît un peu irrationnel, un biologiste porteur d'endoprothèse coronaire. Un peu comme un cordonnier qui se déplacerait avec un trou dans sa chaussure. On voudrait qu'une grâce particulière tienne nos idoles à l'abri de nos menus tracas afin qu'ils continuent de mériter notre dévotion. C'est pourtant le cas d'Yves Gaudin, 3 stents posés mi-juin 2025 et qui n'a pas hésité, 1 mois plus tard à peine, à rallier l'Irlande à vélo depuis Paris. Rien de tel pour rappeler à son corps que sa volonté a aussi son mot à dire. On est un demi-dieu, on ne l'est pas. Moi, je trouve que quand même, notre espèce, elle est extraordinaire, quoi. Dans sa contradiction. Mais dans sa contradiction, il faut voir d'où on vient aussi. Je veux dire, une espèce de mammifère sans poils qui devait se les geler, etc. Partout. Je veux dire, quand même, et avec des goulots d'étranglement, on a failli, l'humanité aurait très bien pu s'arrêter. Alors, je ne suis pas spécialiste, là, il faut que je fasse très bien, mais je sais plus, il y a des goulots d'étranglement, il restait 70 000 sapiens sur Terre et tout, et puis voilà. Alors maintenant, ça devrait nous donner des responsabilités, et voilà. C'était le portrait du virologue Yves Gaudin, un texte écrit et lu par Nicolas Fargue. Des ailes au talent est un podcast de la Fondation Bettencourt-Schuller réalisé par Radio France Studio en collaboration avec les éditions Gallimard.